monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 14 heures. Aujourd'hui, on reçoit que des personnalités. Le maire de Petit-Bout, David Milbaud, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Eliane Guigougou, bonjour. Bonjour. Vice-présidente de la Commission Affaires sociales et insertion à Cap Excellence pour les journées de l'action sociale. Comment c'est l'accompagnée de Madame Mireille Dors, bonjour. Elle est directrice des politiques sociales et de la lutte contre la grande exclusion à Cap Excellence. Plus tard, on va recevoir Isabelle Vestris, la directrice du MAC, avec François Pillon, commissaire de l'exposition Sarah Maldoror. Sarah Maldoror, vous le savez, c'est la première cinéaste noire, et c'est une Guadeloupéenne d'origine maguelantaise. Et on va finir avec Magali Martin, chroniqueuse ZCL, et Bertrand Piré, et aussi avec Sylvie Zélato. Voilà un petit peu la liste de nos invités qui est normale, puisque nous sommes au ZCL, c'est là tout le monde gravine. Bon, alors, c'est le sujet d'actualité. Mobilisation des pharmaciens partout de ce jour. C'est un reportage de Solène Fèvre qu'on va voir dans un instant. Conseil syndical au siège du SMAG, c'est très chaud en ce moment. Au SMAG, Olivier Félix était sur place, il va nous dire. La Chambre régionale des comptes sort et présente son rapport, justement, sur la situation du SMAG, situation qui est un peu compliquée, c'est à Dotémar. Maxime Morel était sur place, et puis l'arrivée de 3 portiques XXL au port de la Guadeloupe avec Charline Dagonia. Voilà un petit peu le sommet, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Monsieur Nebo, je peux commencer avec les femmes? Oui, bien sûr. Merci. Alors, mesdames, merci d'être là, puisque vous êtes pour la 4e édition des journées de l'action sociale dans la communauté de Cap Excellence. Alors, moi, je vous pose la question, puisque c'est peut-être l'heure du bilan, 4e déjà session. Quelle est la situation au niveau social dans Cap Excellence? Madame. Alors, très bien. Alors là, nous avons voulu faire cette 4e édition qui arrive après Covid, puisque depuis Covid, nous n'avions pas renouvelé les journées de l'action sociale. Oui. Nous attendions quand même de remettre la Guadeloupe en marche, de remettre les politiques publiques en marche, notamment sur le territoire de Cap Excellence, avec les 3 CCS, Pointe-à-Pitre, Abîme et Bémao, et ensuite faire le bilan de 2021 à 2025 de ce qui s'est passé sur ce territoire, des avancées, des innovations sociales, mais aussi solidaires sur le territoire de Cap Excellence. Alors, on va parler des avancées, avant de parler des choses qui ne vont pas. Madame Guiogou, qu'est-ce qui a bien avancé? Alors, il faut savoir, bonjour donc à tous et bonjour aux auditeurs. Il faut savoir qu'au niveau de la communauté d'agglomération Cap Excellence, la compétence action sociale n'y est pas. C'est une compétence qui est pas obligatoire et que pour lequel depuis l'ancienne mandature le président de Cap Excellence, Jalton, a voulu vraiment par rapport aux problématiques sociales qui se posent sur nos territoires, voir avec Cap Excellence et les élus communautaires comment nous pouvons travailler cette compétence même si elle ne serait pas obligatoire. Et c'est vrai qu'au travers de cette commission, nous avons tenu déjà les journées, là nous tenons les 4e journées. Il faut savoir que c'est un territoire composé de 3 communes comme vous le savez et où les problématiques sociales sont quand même assez prégnantes. Donc nous avons la délinquance, nous avons la grande marginalité, nous avons l'accompagnement social. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau de Cap Excellence, les journées d'action sociale nous permettront de porter un regard sur un projet territorial que nous voulons mettre en place. Un projet territorial social durable avec les communes, avec les institutions, avec nos partenaires. Réfléchir sur l'action sociale intercommunale aussi, pourquoi pas, parce que c'est aussi important de savoir au niveau de la Guadeloupe, aujourd'hui, va-t-on vers la création de CIAS, puisque nous n'avons pas de CIAS en Guadeloupe. Ce sont des orientations que nous allons, sur lesquelles nous allons réfléchir, des questions que nous allons nous poser sur la réalité de l'action sociale sur le territoire avec les partenaires, notamment l'État, notamment la CAF, notamment la CGSS, les CCAS, surtout les 3 CCS des communes. En tout cas, nous allons porter un regard sur tout ce qu'il y a, sur tout ce qui se passe et comment nous allons demain porter un projet social de territoire. Avec l'éducation nationale aussi, surtout parce qu'on a bien constaté que le problème de l'éducation est important, le problème de la parentalité est important sur le territoire. Donc voilà un peu ce que nous allons faire. Alors j'imagine quand même que au-delà de tout ça, ce que vous voulez faire surtout, c'est faire reculer la précarité. Est-ce que c'est un combat qui est gagné? Alors, est-ce un combat gagné? Vous savez, la précarité, est-ce qu'elle est gagnée?
Vous savez, on tombe en précarité à n'importe quel moment et à n'importe quelle heure, je veux dire. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on gagne en précarité? Je pense plus qu'on essaie de diminuer, on essaie de faire reculer par rapport aux dispositifs que nous avons et par rapport aussi à l'innovation, parce qu'il ne suffit pas d'avoir les dispositifs, puisque derrière les dispositifs, nous n'avons pas très souvent les financements. Et j'ai à côté de moi un maire, peut-être qu'il en dira un peu plus. Mais nous n'avons pas forcément les financements qui nous permettront de faire reculer, comme nous le souhaitons, cette précarité. Mais il n'empêche que nous sommes aussi obligés d'innover avec nos partenaires, à créer des mutualisations, à créer des concertations, à mettre en place des dispositifs communs, à essayer de créer des guichets uniques, à essayer de mettre en place des solutions qui nous permettront demain de faire reculer, et de même pas faire reculer, mais de prendre en charge déjà cette précarité. Parce que pour le faire reculer, il faut déjà qu'on le prenne en charge, il faut déjà qu'on le travaille, il faudrait qu'on mette un certain nombre de choses pour pouvoir le faire reculer. En tout cas, c'est ça la volonté politique, je pense, de Cap Excellence, mais aussi, je pense, de tous les politiques de la Guadeloupe, puisque le problème ne se pose pas qu'à Cap Excellence. Le problème de la précarité se pose au niveau de la Guadeloupe aujourd'hui, et c'est vrai que chaque maire, chaque président d'intercommunalité, le président du conseil départemental, pour lui qui est une priorité, enfin qui est une mission première, chacun nous avons à réfléchir sur les orientations que nous devrions donner dans les années à venir concernant l'action sociale en Guadeloupe. Les politiques d'action sociale, pas l'action sociale, mais les politiques d'action sociale en Guadeloupe. Monsieur Nebo, je vous permets de réagir. Dans votre commune, comment l'action sociale est menée? Est-ce que vous rejoignez un petit peu les propos de Mme Guigou, de Mme Dors? Absolument. On est dans une société qui est de plus en plus fragilisée. Petit-Bourg, tout comme les autres territoires de Guadeloupe, nous devons faire preuve d'inventivité, de créativité et effectivement aller chercher des sources de financement. À Petit-Bourg, on a constaté que les aides alimentaires sont de plus en plus nombreuses. Donc nous mettons en œuvre actuellement la mise en place d'une épicerie solidaire, mais aussi d'un transport solidaire que nous ferons financer aussi dans le cadre Alors, du contrat. Le transport solidaire, ça va être quoi exactement? Le transport solidaire va s'adresser au public le plus fragile afin de faciliter leur déplacement sur un territoire municipal pour faire des courses, pour aller chez le médecin. Question de la mobilité, en fait, c'est ça? Donc, pas uniquement les personnes à mobilité réduite, les personnes qui ont une situation sociale et qui ne peuvent pas se permettre l'achat d'un véhicule et qui ont du mal à se déplacer compte tenu de la configuration du transport public actuellement sur notre territoire. Oui, alors je me tourne vers vous. Alors, c'est pendant 2 jours, jeudi 3, vendredi 4, au Crédit Agricole des Amis. Mais alors, une fois que, enfin, je vous dis ça comme ça, que la grande messe est finie, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Mais oui, Madame Guigou, ce n'est pas à l'évêque que je parle, c'est à Madame Dors. Alors, très souvent, Madame Guigou le dit, elle dit cessons les grandes messes. Oui. Et c'est en ce sens qu'avec la commission Affaires sociales, elle a présenté, elle a voulu qu'on présente ainsi les choses, qu'on arrive en dehors de la plénière à travailler sous format d'atelier. Donc, que ce soit les professionnels, que ce soit les habitants, ils sont invités, puisque les habitants aujourd'hui sont invités à participer à la conception des politiques publiques et à l'évaluation des politiques publiques. Et c'est en ce sens qu'ils sont invités à participer à l'ensemble des ateliers, que ce soit les ateliers, l'atelier jeunesse, l'atelier santé mentale, puisque vous savez que la santé mentale, c'est une priorité. Et nous travaillons d'arrache-pied, que ce soit avec l'ARS ou encore l'établissement public en santé mentale. Et puis, nous avons aussi des problématiques comme l'endettement des ménages, ou encore l'atelier dont elle parlait sur l'intercommunalité sociale. Et pour parler de l'intercommunalité sociale, comme notre présidente est aussi à l'UNCAS, c'est tout naturellement que nous avons invité comme grand témoin Joëlle Martineau, qui est, elle, vice-présidente de l'Union départementale des CCAS, mais qui nous intéresse de l'UNCAS, pardon, mais qui nous intéresse à double titre, puisqu'elle est aussi médecin urgentiste et elle développe la télémédecine. Elle vient de développer une plateforme de télémédecine à Mayotte. Donc voilà, nous sommes vraiment là pour discuter, pour évaluer nos politiques publiques, mais aussi pour discuter des perspectives à venir. Alors, les gens qui vous écoutent peuvent venir s'inscrire aux ateliers. Comment ça se passe concrètement? Ils peuvent s'inscrire aux ateliers, comme ils le voient. Ils peuvent aussi directement m'appeler au 06 90 26 44 81, m'envoyer un WhatsApp s'ils veulent participer le 3, puisque le 3 juillet, il y a d'abord l'assemblée plénière, les ateliers l'après-midi,
Et le lendemain, nous serons sur les restitutions. Et ils verront quand même un parterre de professionnels et de partenaires présents comme EDF Solidarité, Énergie, puisque c'est important de parler de cet endettement, que ce soit pour l'eau ou encore pour les énergies renouvelables, pour l'électricité. Nous aurons aussi des partenaires comme Guadab, France Victime, en mode workshop, qui pourront aussi leur porter des informations, puisqu'aujourd'hui, nous avons la problématique de violence intrafamiliale et de violence faites aux femmes. Et nous travaillons avec les partenaires naturels du CISPD, du Conseil intercommunal de sécurité et prévention de la délinquance de Cap Excellence, comme la sous-préfecture ou encore le parquet de Pointe-à-Pitre. Alors, une dernière question avant de passer la parole au maire de Petit-Bourg. Dans la commémoration Pointe-à-Pitre-Abîme, vous le savez, il y a beaucoup de violence des jeunes. Qu'est-ce qui peut être fait par rapport à ça? J'ai entendu le maire de Petit-Bourg, du Lamentin, demander plus de moyens pour surveiller les côtes, etc. Mais il y a une jeunesse, enfin pas toute la jeunesse, mais il y a beaucoup de jeunes, comme on dit, qui sont sous les cocotiers en train d'attendre. Qu'est-ce qu'on leur proposera? Alors, c'est vrai que ce que le maire du Lamentin a demandé reste une piste. Mais je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, et ça c'est moi, Hélène Guiraud, qui parle, je pense que le gros problème aujourd'hui, c'est le problème d'éducation. Le problème de l'éducation, le problème du respect des valeurs. Oui. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça manque. Qu'on le veuille ou pas, il faut quand même qu'on se dise un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle, lors de ces journées, nous avons mis en place cet atelier avec la jeunesse, avec l'éducation nationale et mais en dehors de cela, sur Cap Excellence, au vu des faits que nous avons eus sur notre territoire, notamment à Grand-Camp et à Pointe-à-Pitre avec tous les meurtres, nous avons tenu, il n'y a pas longtemps, une semaine à peu près, un CISPD, un centre intercommunal, une commission restreinte du CISPD sur justement les problématiques sur notre territoire. Et nous avons eu la police de Pointe-à-Pitre, nous avons eu les 3 communes avec leur police et ainsi la gendarmerie de Bimao. Et l'éducation nationale aussi était présente. Et nous avons posé les problématiques et nous avons constaté effectivement qu'il y avait des CLSPD qui ne fonctionnaient pas. Donc nous avons demandé, à ce que les CSPD fonctionnent avec des actions sur les territoires. Nous leur avons donné donc le mois de juillet, le mois d'août, et à partir de septembre, un certain nombre d'actions seront mises en place pour pouvoir essayer d'endiguer ce problème de violence sur notre territoire. Rendez-vous donc jeudi, après-demain, à partir de 8h jusqu'à 16h30 au Crédit Agricole, au siège, et jusqu'à pendant 2 jours. J'espère qu'on aura un petit bilan après. Mais bien sûr qu'on aura un petit bilan. On fait toujours un bilan, nous, quand on fait les choses. Et comme je vous l'ai dit, ces journées d'action sociale sont dans la perspective des orientations que nous allons prendre concernant les politiques d'action sociale. Pas l'action sociale, mais les politiques d'action sociale sur le territoire de la Guadeloupe. Merci. Le conseil départemental sera présent. Ne partez pas, parce qu'on va faire parler le maire de Petit-Bourg, qui a une commune particulière où l'action culturelle, je le note tous les jours, est très dynamique. C'est quoi? C'est parce que c'est un héritage, j'ai envie de dire, du président du Conseil général actuel, le président de M. Losbar, qui lui aussi, au niveau culturel, fait beaucoup de choses. Nous avons la chance d'avoir un département qui s'est engagé dans l'activité culturelle, et effectivement, nous le voyons tous les jours. Petit-Bourg, c'est une ville débordante d'idées, de projets. Nous le faisons à la fois dans le domaine de l'économique, dans le domaine de l'aménagement de notre territoire, mais nous avons aussi un nombre d'associations absolument important. En fait, le village, d'ailleurs, chaque année. Voilà, chaque année, nous avons un village qui nous permet de mettre en valeur l'activité associative de Petit-Bourg. Elle est là pour pouvoir aussi agiter des propositions, et nous accompagnons à la fois nos associations parce que nous avons un budget qui leur est réservé, mais il est évident que nous devons aussi accompagner pour des projets. Donc, la ville de Petit-Bourg propose à ces associations un certain nombre de projets par appel à manifestation d'intérêt. Et puis, nous avons ce besoin absolument de pouvoir souder nos populations. C'est important pour l'amélioration des rapports dans une société. Donc, il faut du festif, il faut du culturel, il faut du lien. Oui. Et il faut surtout qu'un territoire vive, un territoire qui vive pour les jeunes,
mais aussi pour les aînés, puisque nous sommes sur un territoire qui, comme la Guadeloupe, connaît un développement de la classe d'âge des aînés. Donc nous devons tout faire pour qu'à Petit-Bourg, on vive bien. Petit-Bourg, c'est être heureux au quotidien, entre mer et montagne. Alors, il y a une question qui se pose, qu'on examine un petit peu du point de vue de l'expansion économique de Petit-Bourg. On se demande, est-ce qu'un jour, Coulin va pas arriver à Jarry? Alors, nous sommes dans cette démarche de développement économique du territoire de Petit-Bourg, mais dans le respect de valeurs durables. Il ne s'agit pas pour nous de sacrifier le cadre de vie de Petit-Bourg, de sacrifier le poumon vert que nous sommes au profit d'un développement économique. Donc, le développement économique sera toujours dans le respect de ce que les petits bourgeois ont toujours choyé dans leur cœur, c'est-à-dire cet environnement naturel. Nous sommes dans la préservation de notre environnement, qui fait que nous avons mis en place un projet de développement qui vise à, et c'est ce que nous poursuivons là, qui vise à avoir un développement économique dans le poumon du bourg, de Petit-Bourg, faire de sorte qu'il y ait une dynamique propre au bourg liée à l'activité portuaire. Donc c'est pour ça que nous avons investi grâce à l'Europe, grâce à la région, grâce au département, nous avons investi sur l'aménagement de notre littoral pour pouvoir dynamiser l'activité économique au centre-ville. Nous avons réaménagé les espaces publics. Donc le développement économique se fait dans ce sens-là. Le développement économique, c'est aussi l'artisanat et l'industrie sur le secteur de Rougeole et bien entendu continuer à préserver l'espace économique que nous avons à Arnouville. Donc, il ne s'agit pas pour nous de réaliser un poumon économique à l'image de Jarry, car ce serait renoncer à la qualité de vie des petits bourgeois et ils y sont extrêmement attachés. Alors, en dehors de cet aspect, on va dire commercial, un petit bout, du point de vue économique, du point de vue par exemple de l'agriculture, puisque quand même Petit-Bourg, c'est une grande commune avec beaucoup d'espace. Est-ce que du point de vue de l'économie verte, j'ai envie de dire, il y a un progrès? Absolument. On a veillé déjà, dès 2011, à préserver les surfaces agricoles. Donc, aujourd'hui, à Petit-Bourg, nous avons des espaces agricoles qui sont protégés, préservés de toute urbanisation, même qui serait liée à l'activité économique, pour pouvoir avoir des surfaces de production. Pour nous, c'est important de le faire. C'est important aussi d'assurer l'accessibilité des espaces agricoles. Et c'est important pour nous de valoriser l'environnement de Petit-Bourg, valoriser les espèces. C'est pour cela d'ailleurs que nous sommes en train de travailler sur l'atlas de la biodiversité de Petit-Bourg, avec les écoles, avec les adultes, avec les grands mondes, justement, qui connaissent particulièrement notre environnement. Et c'est important pour nous d'assurer un développement vraiment équilibré de Petit-Bourg pour préserver nos espaces agricoles. Donc, vous vous rendrez bien compte que le projet de développement de Petit-Bourg ne se fait pas au péril des espaces agricoles. Cependant, la Guadeloupe est quand même concernée frappée par ces espaces agricoles qui ne sont pas exploités. Petit-Bourg n'est pas à l'abri non plus de ce phénomène d'occupation de surface, mais non exploitée. Nous avons d'abord d'ailleurs développé avec quelques partenaires la zone de la Pointe-à-Bacchus où nous voulons développer de l'agriculture avec des principes vertueux, notamment de la bio-agriculture. Donc nous avons procédé à des recensements. Nous avons un grand chantier pour préserver ces zones de la Pointe-à-Bacchus où nous pourrions être exemplaires en Guadeloupe pour du développement agricole vertueux. Alors, en général, on pose sous cette question à un maire quand il prend une première mandature. Est-ce qu'une première mandature suffit pour pouvoir exécuter, réaliser tous vos souhaits, ou bien est-ce qu'il faudra 2 ou 3 mandatures? Petit-Bourg est un joyau à l'état brut. Petit-Bourg a besoin d'hommes et de femmes qui s'intéressent véritablement non seulement au territoire, mais aux gens. Et c'est important pour nous de travailler inlassablement pour le développement de notre territoire, pour la préservation de Petit-Bourg. C'est important pour nous surtout d'être à l'écoute d'une population, d'accorder du temps aux gens. Et effectivement, ça n'a pas de limite dans le temps. Non, une mandature ne suffit pas pour faire de Petit-Bourg ce qu'elle doit être, cette grande ville appréciée de tous, appréciée
de sa population. Et c'est vrai que même si nos populations expriment de la satisfaction, de la fierté de ce qu'est devenu Petit-Bourg, ils sont aussi dans l'attente que nous puissions aller plus loin. Ils m'invitent à le faire et c'est ce que nous tâcherons de faire. Donc vous venez d'annoncer votre prochaine candidature. Bon, non, c'est pas une surprise. C'est pas une surprise. Bien, je pose une question quand même sportive. Vous êtes satisfait un petit peu de l'Arsenal? Nous sommes très satisfaits de l'Arsenal. D'ailleurs, nous avions une cérémonie avec l'Arsenal dimanche après-midi. Les deux équipes de l'Arsenal. Nous avons une équipe donc qui revient en R1. Voilà. Et puis nous avons la deuxième équipe qui remonte aussi en R2. Ce sont des jeunes remplis de dynamisme, remplis de confiance. Ce sont des jeunes qui sont encadrés et aussi. Bien soutenus par la mairie. Bien soutenu par la mairie, comme toujours. Nous le poursuivons et nous remercions tous les acteurs économiques aussi qui participent à ce soutien de ce club. C'est le club emblématique de Petit-Bourg. Mais Petit-Bourg a évolué. Oui. Et bien entendu, à Petit-Bourg, il y a une multiplicité de disciplines sportives où nous excellons aussi. Nous avons de jeunes qui brillent en France hexagonale, qui brillent dans des activités sur le plan caraïbe et sur le plan local. Donc, nous sommes fiers de nos jeunes, nous sommes fiers de nos clubs, nous sommes fiers de l'Arsenal qui fait aussi du volley, puisque nous sommes champions. Voilà, nous avons plein de sujets de fierté à Petit-Bourg. Visiblement, tout a réussi avec vous depuis que vous êtes là. Non, je ne dirais pas que tout a réussi à Petit-Bourg. Petit-Bourg connaît une dynamique que nous avons mis en place dans un projet. Oui, c'est la ville qui bouge. Que nous avons mis en place dans un projet depuis 2011 avec Guy Losbar. Lorsque j'ai accepté d'être maire de Petit-Bourg, j'ai accepté de rester dans cette dynamique de développement, mais il est important aussi pour nous de pouvoir poursuivre dans une proximité avec notre population, dans une écoute avec l'écoute de notre population et puis à accorder beaucoup d'attention aussi à ceux qui œuvrent pour réussir au Petit-Bourg, le personnel communal. Et c'est vrai que nous le faisons par de la communication interne adressée au personnel et nous voulons dire à la population qu'il y a de justes raisons d'être fiers du personnel communal de Petit-Bourg. Beaucoup reste à faire, mais nous nous engageons sur tous les sujets à Petit-Bourg. Bon, alors, j'allais vous dire, il y a eu le week-end dernier, on ne peut ne pas vous poser la question, un forum citoyen chez vous à Petit-Bourg, organisé par le président du conseil départemental. Comment vous ressentez cette volonté qui se manifeste chez certains en Guadeloupe et chez d'autres politiques au contraire qui freinent au maximum le changement, d'évolution? Le statu quo n'est pas acceptable. Je pense que nous sommes tous conscients que la règle qui a été créée pour un territoire qui a une histoire, celle de l'Europe, qui a une géographie, qui a une réalité sociale, qui a une réalité sociétale, cette règle-là ne peut être performante, utile sur un territoire comme la nôtre, avec notre histoire, notre géographie, notre particularisme. Je pense que tout le monde s'accorde là-dessus. Maintenant, les freins peuvent être d'origine diverse. Il peut s'agir des stratégies politiciennes, il peut s'agir aussi de la peur des populations. La peur du changement. La peur du changement. Ce qui est important, quelles que soient nos orientations politiques, ce qui est important, c'est que l'on s'accorde sur l'intérêt fondamental du pays Guadeloupe et surtout que nous soyons dans une démarche de proximité, que nous puissions reconnaître nos erreurs, que nous puissions reconnaître qu'est-ce qui nous a fait échouer après 1946 dans ce cadre départemental. C'est important d'entendre la peur, c'est important d'expliquer le projet tous les jours, de le faire tous les jours dans différentes formes de rencontres et de participation de notre population pour que nous soyons tous en capacité de faire ce pas, puisque si nous ne le faisons pas, d'autres choisiront à notre place, comme cela a toujours été fait sur toutes les questions institutionnelles où nous, populations, nous, élus, n'avons pas été consultés. Vous savez, un mandat de maire, c'est 6 ans, c'est ça? C'est 6 ans, oui. Bon, alors, le 26 juin 1635,
les colons sont arrivés en Guadeloupe. Dans 10 ans, ça fera 4 siècles que nous sommes sous domination coloniale. Je le dis comme ça, et c'est vrai. Est-ce que vous pensez que l'heure est arrivée vraiment du changement pour suite à ce que vous venez de dire? Est-ce qu'on va encore rester, finir les 4 siècles et fêter le 4e centenaire de la colonisation en Guadeloupe? La responsabilité, c'est une grande question. Aujourd'hui, tout le sujet est de savoir est-ce que les Guadeloupéens veulent être des hommes et responsables, est-ce que des hommes et des femmes responsables, est-ce que la responsabilité nous invite à quitter le drapeau national, bleu, blanc, rouge, est-ce que la responsabilité peut s'exercer au sein de la République française avec ce que nous appelons aujourd'hui l'autonomie dans la gestion de nos affaires et l'autonomie dans la gestion de nos affaires par des règles qui sont créées en adéquation avec notre problématique. Oui, il serait temps qu'avant que s'écoulent ces 10 ans jusqu'à 2035, oui, que nous puissions, nous Guadeloupéens, nous faire confiance, que nous puissions apprendre à nous valoriser nous-mêmes, que nous puissions apprendre vraiment à avoir foi en nous-mêmes, parce que c'est peut-être d'ailleurs d'abord notre problème essentiel, que nous puissions nous faire confiance. Merci en tout cas de dire ça. Un dernier mot, mesdames, pour un rappel, donc jeudi. Et juste un rappel pour jeudi et à partir de 8h30 au Crédit Agricole et vendredi pour la restitution vendredi matin, et avec un remerciement pour tous les collègues élus communautaires des communes qui ont participé, qui participeront donc à ces journées de l'action sociale, et aussi merci au Crédit Agricole parce que c'est un partenaire fort qui nous reçoit. Et je vous attends pour le bilan après bien ces sûr, 2 journées. Bien sûr, aucun souci. Ah non, mais j'insiste. Nous reviendrons. Ce sera un plaisir. Bon, mais d'accord. En tout cas, merci Monsieur Nibo pour vos explications très claires. Et on vous souhaite bonne chance, et on souhaite qu'effectivement, dans les 10 ans qui viennent, que ça bouge. L'histoire de 2 mandatures, une mandature et demie encore, et puis c'est bon. Voilà. Il est 13h. C'est la fin de cette première partie du ZCR. On se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités. Isabelle Vestris, la directrice du MAC, et François Piron, commissaire de l'exposition Sarah Maldoror au cinéma Tricontinental. Tout de suite. Merci d'être avec nous. Voilà, il est exactement 13h04 et je vous l'ai dit, on va recevoir Mme Sylvie Zilator. Bonjour. Bonjour. Elle est présidente de Admins et visiblement, tout n'est pas facile. Non. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas. En fait, en réalité, c'est... Donc, je vais commencer par le début. Hein. C'est vrai qu'en fait, la structure AD... Alors, c'est pas Admin, c'est ADMS. Oui, ADMS. Service conciergerie. J'ai dit Admin, c'est ADMS. Ouais, ADMS, voilà. Oui. Service conciergerie. Donc, c'est une structure, effectivement, qui existe, enfin, sous coopérative, en fait, ST, depuis, en fait, fin 2023, 2024, avec... Silver Sap Guadeloupe. Et donc, c'est une structure qui, effectivement, en fait, est en phase de stabilisation et de test avant de faire sa création. En fait, en réalité, si vous voulez, Silver Sap, c'est une structure coopérative qui, on utilise, en fait, effectivement, leur numéro de tirette et leur agrément pour pouvoir, en fait, aller dans le service d'aide à la personne. Ma structure, en fait, en réalité, elle apporte si vous voulez, un plus dans ce qui existe déjà. Donc, dans la prise en charge, étant effectivement en fait personnelle soignante, je me suis rendu compte de certaines choses qui manquaient un peu, qui pêchaient un petit peu. Notamment, c'est surtout dans l'accompagnement. Alors, on a l'accompagnement administratif qui existe sur les plateformes, dans le privé et dans le public, et dans les structures aussi déjà existantes. Mais il y a quelque chose manquante, c'est-à-dire cet accompagnement physique, présentiel, c'est-à-dire être avec les gens, les accompagner, être avec eux durant leur examen, durant effectivement en fait leur consultation, et ça soulage en fait en réalité certaines personnes, notamment les familles, les aidants eux-mêmes, d'accord, et aussi des acteurs de santé. Puisqu'on voit que la population vieillit. Tout à fait. En 2030, c'est tout à l'heure. Ah, 2030, c'est tout à l'heure. On a l'impression que c'est tellement loin. Ouais. Mais en fait, en 2030, effectivement, en fait, nous aurons un tour. En fait, et donc, il y a de plus en plus besoin d'accompagnement de ces personnes. Tout à fait. Une structure comme ça, qu'est-ce qui... Bon, j'ai vu qu'il y a un petit trophée. J'ai vu même il y a des photos avec le Premier ministre Bayrou, tout ça. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui avancent.
Oui, Mais- il y a des mais choses il y a qui des mais. avancent. Voilà, mais il y a des mais, effectivement. Il y a des choses qui avancent. Et en fait, dans ces mais, ce que j'aurais souhaité, en fait, j'espère, bonjour, ce que j'aurais souhaité, c'était effectivement, en fait, qu'il y ait une implication aussi de tous les acteurs publics, c'est-à-dire, en fait, notamment la région, le département, aussi la sécurité sociale. Alors, la SCCI, déjà, effectivement, qui, en fait, de toute façon, en fait, m'accompagne sur des choses. J'ai madame, d'ailleurs, que je profite d'ailleurs pour remercier, madame Lynn Lautric, qui m'a reçu, dame très gentille, effectivement, en fait, dans l'accompagnement, effectivement, dans le financement des informations qu'elle donne. Oui. Mais c'est vrai qu'en fait, au niveau de la reconnaissance, ne serait-ce que pour le concours, Oui. qui a été, je veux dire, ce concours a primé ce procédé qui en réalité n'existe pas, d'ailleurs breveté, qui n'existe pas, ce procédé, comme je disais tout à l'heure, d'être avec les gens. Oui. Voilà, donc d'où effectivement en fait ce trophée. Et j'ai trouvé effectivement qu'en fait en réalité c'est pas vraiment, on le voit pas plus que ça. Et tout en sachant que nous sommes des femmes, si vous voulez, c'est pas plus en fait visible. Voilà. Et est-ce que bon, vous êtes venu nous parler de ça? Est-ce qu'il y a quand même un cheminement, une ouverture, quelque chose qui risque de faire avancer le dossier? Possiblement, j'espère. Là, je vais pas peut-être dire tout, voilà, mais possiblement, effectivement, en fait, là, oui, on va voir dans le temps ce que ça donne, mais j'espère effectivement que ce projet plaira en fait à tout à chacun, les acteurs, tout en sachant aussi qu'il y a une chose que je voulais préciser, il y a la double insularité qu'on ne prend pas en compte. Il ne faut pas qu'on oublie effectivement en fait qu'on a côté Saint-Martin, qu'on a effectivement pas Saint-Martin, on a Marie-Galante, on a les Saintes, on a la Désirade. Oui. C'est très compliqué effectivement pour les gens qui habitent sur ces communes de venir en fait pour alors faire la gestion de leur rendez-vous, arriver sur place, avoir quelqu'un qui les accompagne, rester avec eux, ensuite reprendre le bateau. C'est très très compliqué. Donc voilà. Et on entre, c'est l'avant-dernière question, dans ce qu'on appelle la silver economy aussi. Tout à fait. Oui. Donc, effectivement, en fait, la silver economy, qui aujourd'hui, en fait, on est totalement dans le cadre avec ADMS Service, c'est prendre en charge effectivement nos aînés, en fait, en perte d'autonomie ou pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, nos aînés, nos transmissions et notre patrimoine. Et en réalité, aujourd'hui, vous avez moi, je vois effectivement en fait au niveau de nos aînés, pour certains, quand les médecins disent certains messages au niveau médical, on leur donne en plus on a l'impression en fait, on parle très souvent en sigle. Les personnes vous répondent oui. Mais en réalité, des fois, ils n'ont rien compris. D'accord. Donc avoir quelqu'un effectivement pour les accompagner, pour pouvoir, parce que les familles ne peuvent pas être toujours présentes, elles sont obligées de toute façon de laisser ce qu'elles font dans leur activité quotidienne pour pouvoir accompagner leur famille. C'est pas dans notre culture de laisser en fait de mettre nos familles dans des structures pour s'en occuper. Donc on est obligé de les garder avec nous. Enfin obligé, on les garde avec nous et ça veut dire aussi qu'on prend tout le reste à charge et c'est très compliqué. Encore une fois. Alors une dernière question, si des gens qui vous écoutent ont envie de prendre contact avec ADMS, ça se passe comment? Alors 06 90 12 32 31. Oui. Donc voilà. Et il y a aussi mon site internet. Il simplement taper ADMS Service Conciergerie. Vous tomberez sur mon site internet. On a la possibilité de pouvoir prendre contact avec moi en fait par WhatsApp, par téléphone, par mail. Toutes les informations sont dessus. Et mais comme je vous dis, moi j'aurais souhaité effectivement sincèrement pour que ça aille encore plus loin, parce que je pense que c'est quelque chose. Enfin, je pense c'est important. J'aurais souhaité effectivement en fait que, écoutez, le financement, parce qu'on en a toujours besoin dans les entreprises. Dans les financements, c'est très compliqué. Voilà. Bien, je vous remercie. On va peut-être revenir vers vous. Je me tourne vers Madame Vestris. Bonjour, Madame Vestris. Merci d'être là. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Monsieur François Pigon, que je ne connais pas encore, les commissaires de l'exposition Sarah Maldoror au cinéma Tricontinental. Je me souviens, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais vu le premier film de Sarah Maldoror, Sambizanga, à l'époque. Je ne sais pas si ce film-là, il va être diffusé en Guadeloupe. Il a été diffusé. Il a déjà été diffusé il y a quelques jours. Ah, j'ai raté quelque chose, mais enfin, je l'avais déjà vu quand même. J'avais vu, puisque à l'époque, je faisais des études, je m'intéressais beaucoup au cinéma, et j'avais découvert que cette dame était la première cinéaste guadeloupéenne, d'origine en tout cas, marie-galantaise en plus. Et son mari était même à l'époque au MPLA, si je ne me trompe pas. Mario Landradé, c'est ça, voilà. Alors, donc vous êtes là
parce que le MAC a fait un focus sur Sarah Maldoror. Pourquoi? Tout à fait, parce qu'on a une très très belle exposition qui a commencé le 31 mai, dont François Piran est l'un des commissaires avec Cédric Foch. Pourquoi? Eh bien parce que les Guadeloupéens, je pense, connaissent très peu Sarah Maldoror, c'est les retours qu'on a. Oui. Et on avait envie justement de mettre en avant cette figure d'un cinéma décolonial, d'un cinéma anticolonialiste. Ce sont des questions qu'on aborde au Memorial Act. Oui. Et ces questions sont particulièrement mises à jour par cette exposition, avec notamment la participation de 2 artistes, Mayami Indou et Minia Biabiani, avec des œuvres qui sont absolument magnifiques. Alors, je pose la question comme ça, je ne sais pas si c'est prévu. Il y aura peut-être un jour au MAC une salle qui va s'appeler Sarah Maldoror. Ah Donc, j'ai rien deviné, je pose la question comme ça. Eh bien, vous savez, on travaille avec Anouchka De Andrade, qui est l'une des filles de Sarah Maldoror et son association, pour justement continuer à mettre en avant la figure de Sarah Maldoror au-delà de l'exposition. Et donc, on aura des surprises pour le public d'ici l'année prochaine. Bon, alors je me trouvais, monsieur Pugnon, comment vous avez conçu cette exposition? Parce que, bon, c'est vrai que Sarah Maldoror n'est pas connue en Guadeloupe, pas suffisamment. Elle n'était pas tellement connue ailleurs non plus. Même en France, d'ailleurs. Bien sûr. Il faut dire que... On a d'abord fait cette exposition à Paris en 2021, peu de temps après le décès de Sarah Maldoror. Oui. Et, elle était encore en France quand elle a décédé. Oui, elle était à Saint-Denis, voilà, à côté de Paris, mais on a fait ça voilà, comme un hommage et comme une forme de correction, parce que effectivement, elle a été très active toute sa vie durant. Il y a plus de 50 films, mais ces films étaient quasiment invisibles et ils le sont moins, ils sont plus maintenant plus visibles. Alors petit à petit, oui. Maintenant, c'est de plus en plus visible parce qu'il y a non seulement l'exposition, mais il y a aussi beaucoup de rétrospectives qui sont consacrées à son travail dans le monde entier. Il y en avait une au Centre Pompidou il y a quelques mois. Il y en a une au Musée d'Art Moderne de New York. Et il y en a vraiment de plus en plus. Et ça permet d'enrichir une économie aussi qui permet de restaurer des films. C'était très important, et de les sortir aussi en DVD. Voilà. Donc, chemin faisant, Sarah devient une personnalité qui reprend sa place dans l'histoire de l'art, dans l'histoire du cinéma, dans l'histoire tout court, dans l'histoire intellectuelle et politique du XXe siècle et du XXIe. Et c'est notre mission, notre plaisir aussi de composer cette expo, parce que cette expo, donc, elle a été fabriquée à Paris, mais elle a circulé depuis 4 ans. C'est une expo de photos uniquement? Non, c'est une expo avec des films, des documents. C'est une sorte de biographie fragmentaire de Sarah Maldoror, de sa vie, des personnes qu'elle a côtoyées, Aimé Césaire, Édouard Glissant, et beaucoup d'autres qui ont fait partie de ces films. Donc il y a des documents et puis il y a des œuvres d'art, des artistes qu'Isabelle vient de citer, Mayami Indou et Minia Biabiani, qui sont des jeunes artistes. Et ça nous permet de montrer la question de la transmission, de l'héritage et de l'impact que Sarah Maldoror a aujourd'hui sur des artistes, sur la pensée d'aujourd'hui. Je suis obligé de dire ça, mais Sarah Maldoror a été vraiment une anticolonialiste. Tout à fait. Oui, tout à fait. Elle a vraiment combattu à l'époque où le pays de son mari était encore sous domination portugaise. Ça tombe au moment où en Guadeloupe on parle de l'autonomie, c'est un hasard ou quoi? Alors non, parce que je pense que le Memorial Act doit se positionner comme un espace de réflexion sur tout ce qui concerne finalement la société guadeloupéenne, les sociétés caribéennes, plus largement tout le bassin Caraïbes, Amérique, Afrique. Et c'est tout l'enjeu finalement de Sarah Maldoror, ce cinéma tricontinental où elle nous fait partir en Afrique et on peut en fait travailler sur ces questions, débattre de ces questions à travers le cinéma de Sarah Maldoror. Et c'était tout l'enjeu de se dire, on a une actualité, comment est-ce que le MACT y répond, comment est-ce que le MACT, se positionne dans le débat, même si c'est pas forcément un positionnement dans le débat, mais c'est un positionnement pour susciter le débat. Compris. Bien sûr. Alors, combien de films sont prévus pour cette exposition cinématique continentale, comme on a dit?
Alors, dans l'exposition, il y a une quinzaine de films qui sont présentés, souvent des extraits. Oui. Et au fur et à mesure de l'exposition, le MACT organise des projections. Donc moi, je suis venu justement pour présenter plusieurs films cette semaine, notamment une trilogie que Sarah a filmée en Guinée-Bissau et au Cap-Vert à la fin des années 70. Ça, c'est un épisode de sa vie très, très marquant, très intéressant, où elle a filmé les cultures populaires, les carnavals essentiellement. Et puis je vais présenter un film assez contemporain de cette période-là, mais complètement différent, du début des années 80, où là c'est une fiction tournée à Paris pour la télévision française et qui a le mérite de montrer aussi une facette de la vie sociale. Qui s'appelle comment ce film? Ce film s'appelle Un dessert pour Constance. Oui. Et on le présente, si je ne m'abuse, samedi. Voilà. Samedi. Je suis invité à venir, oui, Isabelle. Toute la Guadeloupe est invitée, et surtout toi, parce que je pense que ça t'intéressera si tu aimes le cinéma. Bien sûr, non, enfin, je dis ça. Et en plus, c'est une comédie, donc oui, ça ne gâche rien. Ça va être un bon moment. Oui, bon. Alors, ça veut dire que le MAC ne prend pas de vacances? Non, jamais. Le MAC ne prend pas de vacances. Oui, le MAC fête son anniversaire le 7 juillet. Oui, je sais. Qu'est-ce qui est prévu? Il y a quelque chose? Alors, le 7 juillet, on aura effectivement une très belle manifestation qu'on fait en partenariat avec le Traditour, puisque c'est aussi l'arrivée du Traditour au Mémorial Act, avec ce magnifique défilé nocturne qui aura lieu à partir de 18h30. Mais à partir de midi, on aura donc le village du MAC, village des partenaires du Traditour, et des animations, jeux traditionnels, musique. On aura deux DJ, DJ Kimi et DJ Exos. On va terminer la soirée avec Stargy et Exos. Donc on aura vraiment des animations tout au long de la journée, des ateliers de généalogie, la médiation aussi qui va proposer des ateliers autour de l'exposition permanente, comment repenser l'exposition permanente avec le public. Donc vraiment un programme très très chargé. On ne prend pas de vacances. Le MAC est redevenu the place to be. C'est ça, enfin d'une manière générale. Non, mais je dis ça parce que bon, je vois un petit peu depuis ton arrivée, il faut le dire que ça bouge beaucoup. Oui, la preuve cette semaine, on a des projections, université populaire. Il faut savoir que l'université populaire de jeudi est gratuite, donc on invite tout le monde à venir à partir de 19h30 à 19h30 de préférence pour voir tous les films, débattre avec Monsieur Piron qui nous fait la chance de sa présence en Guadeloupe et vraiment aller au cœur du cinéma de Sarah Maldoror. Et puis samedi, cette super séance de... Moi, j'adore ce film, Un dessert pour Constance. Je pense qu'on va pouvoir rigoler et voilà, ça va être voir ça. Alors, j'avais posé la question la dernière fois que tu étais venu. Alors, où en est-on du conseil scientifique? Le conseil scientifique est en place. Je ne sais pas, je demande. L'exposition que vous allez voir, eh bien, elle est passée en conseil scientifique avant d'avoir pu être mise en place. Elle a été validée par le conseil scientifique. D'ailleurs, on travaille tous les jours avec les membres du conseil scientifique. Il est en place, il fonctionne très bien. Non, mais alors j'ai posé la question tout à l'heure, bon, comme ça, nous, est-ce que le MAC ne prend pas de vacances? Mais je veux dire, quelle va être la programmation jusqu'à quoi? Je pense qu'il faudra que tu m'invites à nouveau parce que il faudra attendre. La prochaine exposition sera une exposition en fin d'année, au mois de novembre. Ça va être une très belle exposition qu'on fait en partenariat avec le Louvre. Je pense que ce n'est plus un secret. Guillaume Letière, né à la Guadeloupe. C'est un très très gros projet, un très beau projet, mais je t'en dirai plus lors d'un prochain passage. La prochaine fois, d'accord. Je vois un peu la programmation dans les temps qui sont passés. Il y a eu beaucoup de choses qui sont faites déjà, et je vois que ça continue de bouger. Oui, les équipes sont très mobilisées. On est passionnés par ce qu'on fait. C'est la directrice qui est mobilisée ou qui mobilise, ou c'est le contraire? Je pense que les équipes comprennent le projet. Il y a un cap clair. Les projets sont beaux. Je pense que quand on parle de Sarah Maldoror, on est au-delà du cinéma. On parle de notre identité. On parle de la projection sur le continent africain. On parle de panafricanisme. On parle de questions qui parlent aux membres de notre équipe et qui parlent aux Guadeloupéens, je l'espère. Oui, non, c'est vrai que c'est très important d'avoir fait cette exposition sur Sarah Maldoror, parce que je disais tout à l'heure, il n'était pas connu du tout en Guadeloupe, pas connu en France. Je me souviens à l'époque où je fréquentais encore, j'étais à Paris, il y avait une cinémathèque à Chaillot à l'époque.
il n'y avait aucun film de Sarah Maldoror à l'époque. Enfin, je ne sais pas si depuis lors c'est rétabli. À la Cinémathèque. Pas encore. Pas encore, toujours pas. Ah non, c'est vrai que c'est plutôt le monde de l'art qui a fait le premier pas. Et voilà, on espère que effectivement le monde du cinéma va aussi s'emparer de ce patrimoine. Alors, je pose la question aux techniciens, qu'est-ce qui va se passer pour ces films? C'est-à-dire que, bon, on a vu ça, le film dont je parlais tout à l'heure, Sambizanga et autre chose. Comment ça va être, tous les films vont être en DVD? Qu'est-ce qui va se passer progressivement, évidemment, on espère ça, oui, qu'il puisse y avoir des éditions de DVD pour la plupart des films importants, que ces films puissent aussi rentrer dans des collections. Le MoMA à New York vient d'acquérir là 3 films de Sarah Maldoror, donc ça aussi, ça sécurise, ça permet aussi d'assurer une diffusion pérenne, une présence institutionnelle de son œuvre. Oui, je pose la question, sa fille est venue avec vous, non? Elle arrive bientôt. Ah, elle arrive. Elle sera avec nous à partir du 8 juillet. Alors, elle a 2 filles, Enda Ducados et Anouchka de Andrade. Oui. Et on a beaucoup travaillé sur cette exposition avec Anouchka. Oui. Et elle sera là du 8 au 20. Et peut-être qu'il faudra que tu l'invites également. J'aurais bien aimé la rencontrer pour qu'elle parle un peu de sa mère, un peu de... Alors, on va justement programmer avec elle, on est en train d'y travailler, un format Traces et Genèse qui va justement permettre au public de découvrir, on va dire, Sarah Maldoror, mais d'un point de vue un peu plus intime, du point de vue de la généalogie, du point de vue de son histoire personnelle. Et ce sera justement avec Anouchka de Andrade. Ce sera une très bonne initiation. En tout cas, cette exposition, c'est jusqu'au 24 août, c'est ça? Exactement, jusqu'au 24 août. Oui. Donc les rendez-vous de cette semaine, je les redonne. Alors cette semaine Jeudi après demain, Université populaire avec projection des films de carnaval, on les appelle comme ça entre nous. On verra ça. Samedi, on a un dessert pour Constance, donc à 17h30. Venez, ça va être un bon moment. François va être également présent. On aura également une visite d'experts. Alors la visite d'experts, j'ai oublié, elle est samedi... Je ne veux pas dire de bêtises. Elle est dans l'après-midi, non, mais elle est avant samedi. Non, elle est mercredi. Mercredi après-midi, visite d'experts avec François mercredi après-midi demain? Oui, demain. François Piron va nous faire une visite de l'exposition temporaire, donc Sarah Maldoror, un cinéma tricontinental. Et la semaine prochaine, donc le 9, à partir du 9, on aura Laure Tarrer qui va proposer des ateliers d'écriture engagée autour de l'œuvre de Sarah Maldoror. All is fine, comme on dit. Bon, en tout cas, merci d'être venu. Et puis, on souhaite que le maximum de Guadeloupéens découvrent l'œuvre de cette cinéaste qui a été formée à Moscou, je crois, si je ne me trompe pas, à l'époque. J'avais vu sa biographie à l'époque, et c'était un petit peu ça. Bon, bienvenue à Sarah. Et merci Isabelle d'avoir fait ce geste, parce que c'est important pour la Guadeloupe, parce que ça fait partie de notre identité aussi guadeloupéenne, de savoir qu'une femme d'origine marie-galantaise par son père, en tout cas... la première cinéaste. On a beaucoup de premières. On a la première avocate, c'est Archimède, première cinéaste. Les femmes ont une grande place dans l'histoire de la Guadeloupe. Absolument. Non, mais c'est vrai, on a une petite île comme ça, mais enfin, on a beaucoup de choses ici, et beaucoup de Guadeloupéens l'ignorent, et c'est ça le problème. En tout cas, merci, Madame Zélateur. Vous avez un dernier mot à annoncer? Oui, rapidement, en fait. Donc pour ce concours, en fait, encore une fois, effectivement, en fait, les femmes ont un très fort potentiel, en fait, au niveau de la Guadeloupe, et c'est dommage qu'on s'en rende pas compte. Simplement pour dire, en fait, je remercie aussi toutes les personnes, les petites mains qui sont derrière, qu'on ne voit pas, Madame Villus, Madame Edwige, Madame Fayot, les amis qu'on a, effectivement, qui sont là et qui sont présents, effectivement, qui nous soutiennent dans tous les projets que nous avons et que nous voulons pousser. Et encore une fois, je souhaite vraiment, en tout cas par ce biais de ce passage-là, que ça a été entendu et que finalement, on puisse effectivement, en fait, aller un petit peu plus loin dans cet impact
de cette structure en fait pour l'aide en fait à la personne et en fait pour aider effectivement notre territoire. Voilà. Merci en tout cas pour ce travail fait aussi parce que on a une population qui a besoin justement de gens comme ça. Merci Isabelle, merci Monsieur le Président. Et puis rendez-vous mercredi, jeudi, en fait toute la semaine. Toute la semaine. Rendez-vous au MACT. Rendez-vous au MACT. Bon, faut venir au MACT. Bien, 13h26, c'est la fin de cette deuxième session. On se retrouve tout à l'heure avec nos derniers invités, Bertrand Viré et Magali Marcin, notre spécialiste du numérique. À tout à l'heure. Voilà, il est exactement 13h32. Nos derniers invités sont là. Bertrand Viré, bonjour. Bonjour. Avec lui, on va parler de ce séminaire sur les chiffres clés de l'énergie et du climat. Au moment où la France explose sur le climat, justement. C'est quelque chose. Et puis, on va faire un bon petit tour avec Magali, notre chroniqueuse numérique. Ramac, bien sûr. Ramac, pas de faute. Oui, sur des choses qui ont l'air banales, mais finalement très nécessaires de plus en plus. Alors, on va remettre une couche sur tous les services en ligne. Oui, parce que c'est important. Et on va surtout parler des services publics. D'accord. Alors, avant ça, on fait un petit tour dans l'actu. La mobilisation des pharmaciens à partir d'aujourd'hui, c'est un reportage de Solène Fèvre. C'est parti. Métropole, c'est vraiment tous les professionnels de santé qui se sont mobilisés. Mais nous, pharmaciens, on touche encore à notre marge, alors que c'est cette marge qui permet d'assumer nos charges, de payer nos employés. Et voilà, donc en fait, encore une fois, la pharmacie est touchée par le gouvernement, alors qu'on fait beaucoup d'efforts, le nombre de missions a augmenté. On essaye d'avoir un réseau officinal qui est vraiment le mieux organisé possible. Chaque patient peut trouver une pharmacie à proximité. Mais là, si c'est le cas, si ce texte passe, il y a des pharmacies qui vont fermer. En 10 ans, il y a déjà 2000 pharmacies qui ont fermé en France. Et là, on prévoit, si vraiment le texte passe, une fermeture de 800 pharmacies au national. Pour une année, pendant une année. Donc, ça va être vraiment très, très compliqué, sachant qu'il y aura aussi des licenciements de nos employés, sachant que la moyenne, une pharmacie en général emploie 7 employés. Donc, vraiment, ça sera catastrophique économiquement pour nous, mais aussi pour notre personnel. Et pour la population, bien sûr, effectivement, puisque les pharmacies fermant, la population n'aura pas son pharmacien de proximité. Et donc, ça sera compliqué pour tout le monde. Pour l'instant, nous faisons la grève des gardes. Donc, ça veut dire que nous n'assumons plus notre service de garde obligatoire, sachant que le préfet va quand même nous réquisitionner. Donc, on va assumer les gardes. Là, le patient, c'est quand même notre cœur de métier. On est autour du patient, donc on va faire les gardes. Mais du coup, ça sera le préfet à réquisitionner des pharmacies dans un premier temps. Et puis, si c'est maintenu, on sera obligé de fermer. On aura des jours de fermeture. Mais pour l'instant, en Guadeloupe, en tout cas, c'est la grève des gardes. Rapidement, jette un coup d'œil sur le conseil syndical du SMAG. C'est un petit peu chaud pour l'eau en ce moment au Gousier. C'est un reportage de Villiers Félix. On regarde. Ça fait plusieurs mois et je l'ai annoncé dès ma prise de fonction en décembre 2024 que le déficit devrait se situer autour de 40 millions d'euros, ce qui nous a fait demander à la fois à l'État 20 millions d'euros, à la région 10 millions, au département 10 millions. L'État nous a donné 18 millions d'euros dans le cadre du contrat d'accompagnement renforcé. La région nous a promis 50 000 euros sur les 10 millions qui ont été demandés et le département 120 000 euros sur les 10 millions qui ont été demandés. Alors forcément, si vous avez 40 millions de besoins et 18 millions plus 120 000 euros plus 50 000 euros, ça ne fait pas 40 millions. Le résultat, il est là aujourd'hui. On est dans une situation catastrophique et je n'appelle pas à la responsabilité des élus ou des Guadeloupéens, j'en appelle à la responsabilité des Guadeloupéens. On va être placé sous la tutelle de la honte et je trouve cela dommage, vraiment dommage, qu'à une époque où nous sommes en train de parler de congrès et d'évolution institutionnelle, que nous soyons arrivés à cette situation. Le MGAG, de par la loi, conservera sa compétence. Simplement, ce sera le préfet qui va arrêter le budget. C'est la Chambre régionale des comptes qui va donner des recommandations au préfet pour arrêter le budget du SMGAG. Et on verra les conséquences. Je trouve ça inexplicable, intolérable, injustifiable que pendant des années, on ait caché une telle situation. Alors, je considère qu'à la limite, qu'on a masqué les comptes. Il y a eu des erreurs comptables graves qui ont été commises. Il y a eu aussi une gabégie,
une inflation à la charge. Chacun prenait ses propres intérêts et tout ça, ça doit changer. Ce que j'ai fait comme appel aujourd'hui dans le cadre de ce comité syndical et en votant le budget supplémentaire en déficit, c'est de demander aux élus que nous prenions tous nos responsabilités et qu'on se mette au travail réellement aujourd'hui pour redresser la situation de ce syndicat. Aujourd'hui, il ne faut pas voir qui je suis, il faut surtout voir quel est l'intérêt collectif. Et ce que j'ai bien compris ces derniers temps, c'est que chacun cherchait à préserver ses propres intérêts. Nous avons déjà adressé un courrier au syndicat demandant la révision intégrale de l'accord de substitution de l'accord d'entreprise qui est très, très défavorable au SMGAG. Il faut que tout le monde prenne ses responsabilités, que tout le monde rentre dans une démarche de redressement. Nous avons également sollicité les EPCI à travers ce comité syndical en leur disant que le montant qui a été emmené au départ de 19,25 millions d'euros, c'était insuffisant parce que c'est l'État qui a bouché le trou pendant 3 ans. Aujourd'hui, il faut que les Guadeloupéens prennent leurs responsabilités. Lorsque vous avez 105 millions d'euros de factures impayées sur un syndicat, cela n'est pas normal. Les collectivités publiques, il a été dit par l'agent comptable, payent, ce sont les bons payeurs. Il faut maintenant que les particuliers rentrent dans la démarche. Il faut aussi que les entreprises rentrent dans la démarche. Ce n'est pas parce qu'il y a une loi qui protège, qui dit qu'il ne faut pas couper l'eau, qu'on ne peut pas couper l'eau, qui est une loi sociale, qui est une loi humaine, qu'on doit exagérer et dire qu'on ne peut pas payer l'eau. Je l'ai dit également, il y a des travaux importants qui doivent être réalisés, mais nous ferons aussi la chasse à ceux qui ont des branchements illicites, qui reçoivent de l'eau, qui n'ont pas de compteur, qui n'ont pas d'abonnement. Tout le monde devra mettre la main, non pas à la poche, mais payer le service qui est rendu pour qu'on puisse avoir une eau en quantité et en qualité et que nous puissions réaliser ce vaste chantier, ce vaste plan Marshall de réparation des canalisations, de réparation des fuites, de changement des compteurs, de réhabilitation des unités de production d'eau potable et surtout un point important, un travail très très lourd à faire pour remettre à niveau l'assainissement en Guadeloupe. On demande de payer pour une qualité d'eau qui est désagréable, qui n'est pas potable. Et c'est ça le problème, c'est que les gens ne paient pas parce que justement, la qualité n'est pas à l'arrivée. Bien, alors on va parler de ce séminaire, chiffres clés de l'énergie et du climat. C'est après-demain, le 3 juillet exactement. C'est Synergie qui organise ça. Alors, je vous pose la question parce que le problème du climat ne nous touche pas encore vraiment. J'étais à Paris la semaine dernière, je peux vous dire que là-bas, les Parisiens, même les Français en général, 41 degrés, je sais pas, on est déjà arrivé à 41 degrés en Guadeloupe? Je ne suis pas sûr. Oui. De toute façon, on a l'Alizé quand même. On a l'Alizé, on est mieux, on est plus au frais ici, même en plein été, oui. On est plus au frais. Mais les changements climatiques, c'est pas juste le réchauffement. On a par contre beaucoup plus d'événements pluvieux très intenses. De plus en plus. Les fréquences se rapprochent. Oui. Et ça, c'est des choses qu'on observe réellement. Alors que ce séminaire aussi, quels sont les chiffres qui vont remonter? Alors, c'est chaque année, l'OREC, donc l'Observatoire régional d'énergie du climat, fait un bilan des chiffres des consommations d'énergie. Donc, on fait le bilan de toutes les consommations d'énergie sur le territoire, mais aussi qui la produit. Donc, que ce soit les producteurs d'énergie renouvelable, le solaire, l'éolien, mais aussi les centrales EDF, les centrales à biomasse, la géothermie à bouillante. Donc, on fait une photographie du mix énergétique qui est produit en Guadeloupe, et puis on regarde aussi où est-ce qu'est consommée l'énergie. Oui. Si vous voulez savoir les chiffres un peu qui vont changer cette année, on a une légère augmentation des consommations d'électricité. C'est normal ou c'est ponctuel? C'est difficile à dire parce que c'est pas non plus flagrant. Là, on est sur quelques pourcentages. Oui. Ça peut s'expliquer par plusieurs choses. Déjà, on a eu quand même un été très très chaud l'année dernière. Potentiellement des augmentations de consommation liées aux climatisations. Oui. On a aussi une augmentation des véhicules électriques malgré tout. Qui joue son rôle. Et après, bon, il y a des variations. C'est assez difficile parce que vous savez, c'est énormément de chiffres. Oui. C'est assez difficile de retrouver les causes exactes qui nous permettent, de. Mais ça signifie qu'aujourd'hui, le Guadeloupéen consomme beaucoup plus d'énergie qu'il y a peut-être 10 ans. Oui, de manière générale, on a tendance à consommer un peu plus d'énergie, effectivement. Oui. Malgré le fait qu'il y ait des campagnes de sensibilisation, qu'on ait des appareils qui sont de plus en plus efficients énergétiquement. Mais il y a des exemples qu'on observe. Par exemple, on sait qu'une des plus grosses clés, des plus gros chiffres de consommation d'énergie dans les foyers, c'est le froid. Frigo, clim. Oui. Donc maintenant, les frigos qu'on achète sont super efficients. Oui. Mais souvent, ce qu'on observe, c'est que les gens vont remplacer leur frigo par un frigo super efficient.
mais ils vont garder l'ancien dans le garage ou dans la pièce pour Parfait. On dit dans la deuxième cuisine. Dans la deuxième cuisine. La deuxième cuisine, c'est pas le garage. La deuxième cuisine. C'est vrai. Exact. Il y a aussi le fait que de plus en plus, il y a de la climatisation. J'avais reçu la directrice de l'EDF qui disait que d'un pays comme la Guadeloupe, si les maisons étaient bien orientées comme c'était avant, il y aurait moins de clim. C'est clair, en fait, il y a beaucoup de... Et ça, c'est des choses qui reviennent. On voit que les bailleurs sociaux, maintenant, commencent à intégrer des normes haute qualité environnementale dans leur construction neuve. Et effectivement, il y a toute cette réflexion de se dire comment faire que les logements soient plus ventilés naturellement, mieux isolés, pour diminuer l'utilisation de la clim. Alors, quand vous faites le bilan de l'énergie, les chiffres clics, ça va être donné vers les collectivités ou vers le grand public? C'est ouvert à tous, donc c'est grand public. Évidemment, les collectivités souvent sont présentes, parce que ça les concerne directement. Mais l'idée de ce rassemblement, c'est aussi d'offrir à tous la possibilité d'interagir et de participer. D'ailleurs, il y aura une table ronde à la fin qui sera ouverte sur un débat. Comment aligner politique publique, perception citoyenne et enjeux économiques pour réussir la transition écologique? Alors, est-ce que justement cette transition écologique, on commence à en avoir des effets ici en Guadeloupe? Je vois bien la commune des Abîmes quand il pleut. Elle est sous l'eau. Il y a les inondations, mais il y a le plan PAPI pour ça. Effectivement, il y a des nouvelles zones qui sont inondées. Donc là, on est en train de justement refaire notre plan local d'urbanisme pour bien signaler les zones inondables, puisqu'avec... Est-ce que les canaux sont nettoyés régulièrement? Ils sont curés assez régulièrement, sauf qu'il y a la pollution. Je pense qu'il faudra aussi avoir ces chiffres-là sur les déchets. Il y a la pollution, il y a les dépôts sauvages, il y a des réfrigérateurs. S'ils ne se retrouvent pas dans la deuxième cuisine, ils se retrouvent dans le canal. Alors que les déchetteries sont gratuites, je tiens à le rappeler. Même si celle des Abîmes est fermée pour le moment, il y en a d'autres sur le territoire. Parce qu'en fait, c'est des cris d'alerte qu'il faut lancer maintenant. Exactement, mais c'est un petit peu ce qui se passe. C'est ce qu'on essaye de faire aussi en mettant à jour les chiffres chaque année pour montrer l'évolution des choses. Après, ces cris d'alerte, en même temps, c'est un travail de longue haleine. Parce que le risque de crier, c'est de se casser la voix. Puis c'est vrai qu'il faut répéter les choses et puis prendre conscience au jour le jour. Parce qu'en fait, en vous écoutant et en voyant un petit peu le pays, c'est qu'on est passé d'une société où la clim n'existait pas et une société où il y a un excès. J'ai presque envie de dire un excès de climatisation, où on voit des magasins à Pointe-à-Pitre, par exemple, où climatisé, la vitrine est ouverte et on passe dans la rue, on ressent la clim, c'est ça? Exact. C'est vrai que c'est un réflexe qui a été pris. C'est pas juste la Guadeloupe, c'est mondial, on va dire. C'est l'accessibilité à ces équipements qui sont devenus moins chers. Et c'est le réflexe du confort. C'est-à-dire que si le brasseur d'air ne sert à rien, c'est ça? Le brasseur d'air est excellent et il est sous-estimé. Mais oui, justement. Et il consomme 10 à 20 fois moins qu'une clim. Et justement, on est en train de faire des études sur le mix brasseur d'air clim, donc mettre une clim à 26 mais avec un brasseur d'air, on arrive à un confort thermique excellent. Tout à fait. Quand certains mettent de clim à 18, voilà. Donc, alors le séminaire débute jeudi après-demain, ça se passe où? Au WTC, alors il a changé de nom. C'est le Caribbean Business Center. Oui, j'ai vu que ça a changé de nom. Récemment. Caribbean Business Center, c'est le CBC maintenant, oui, d'accord. Et beaucoup, les allocations d'ouverture, traditionnelles, mais le point fort, c'est quoi? C'est la table ronde finale? Oui, alors je pense que c'est quand même les chiffres en tant que tels sont intéressants parce que on a quand même, c'est quand même très parlant. On a la table ronde. Effectivement, ça sera le moment d'échanger, de discuter, surtout sur les impacts climatiques. C'est là-dessus qu'on a décidé de l'axer. D'ailleurs, il y aura une représentante du PAPI, donc qui va intervenir. Exactement. Et il y a également une étude qui va être intéressante de voir, qui sera restituée au cours de la matinée. C'est sur la perception justement des Guadeloupéens sur le changement climatique. Est-ce qu'ils en sont conscients réellement? Est-ce que les Guadeloupéens sont conscients de ça? C'est ça la problématique. Effectivement, mais alors ce que l'étude montre, c'est que oui, 90% disent déjà ressentir les effets. Et 79% se déclarent inquiets. D'accord. Donc
quand même, quand ils sont interrogés, il y a une vraie conscience de ce qui est là. Ce qui est assez surprenant, qu'a montré l'étude, c'est que en Guadeloupe, les jeunes sont moins intéressés par la question que les personnes plus âgées. Oui. Alors que c'est la tendance inverse en Hexagone. D'accord. Comment ça s'explique? Donc, C'est bizarre, il faut réussir à sensibiliser davantage les jeunes. Non, c'est parce que le jeune, il est en mouvement toute la journée, il n'est pas à la maison. Ouais. Après, la maison, ça ne le concerne pas, c'est à maman et papa. Oui, c'est pas ça. à moi, mais c'est vrai que les inondations, ce n'est pas anodin. La température des eaux, c'est pas anodin, puisque ça touche les coraux. Bon, il y a tout un enchaînement des vases communicants. Et il faut sensibiliser davantage les jeunes sur ça. Alors, sans anticiper, mais je voulais quand même, puisque c'est vous qui allez faire la conclusion, donner un petit peu quelle va être la tendance sur cette conclusion qu'on ferait après-demain. Écoutez, c'est toujours un petit peu l'idée de se dire que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, comme vous disiez. Oui, bien sûr. Donc, c'est de limiter un maximum ses usages. Oui. Et que les gestes de chacun, en fait, s'accumulent. Oui. Même si c'est des petits gestes, ils finissent par avoir un impact. Oui. Dernier mot, est-ce que vous avez le sentiment quand même que les responsables de collectivité, puisque je vais l'association des maires sera présente, prennent conscience de la situation? De plus en plus. Oui. De plus en plus, parce qu'ils en payent les conséquences. Oui, on voit les communes après les cyclones. Et il y a beaucoup de Je vois problématiques. par exemple Vieux-Fort, le président de l'association des maires, le vice-président, c'est le maire de Vieux-Fort. Oui, Vieux-Fort a été très endommagé après le dernier cyclone. La route de Vieux-Fort est régulièrement... Jusqu'à maintenant d'ailleurs, hein, c'est toujours pas réparé. Sinistré. Trois-Rivières aussi, où j'habite. Donc, ok, bon, ben écoutez, bon séminaire, mais surtout, j'ai envie de vous dire, il faut continuer la communication là-dessus. On n'arrête pas. Oui. Merci de nous avoir reçus. Ouais, je vous en prie. On va continuer avec le tout numérique, et c'est le générique de Numéramag. Numéramag, ça y est, j'y arrive. Comme il se C'est trouve à parti. chaque fois, il le dit pas. Alors, merci d'être là, Magali. Je t'ai demandé de venir, parce que spécialement, on voit que beaucoup de choses se numérisent, et on peut dire globalement, les gens ne suivent pas toujours. C'est clairement ça. Oui. C'est clairement ça. Je sais que tu as une petite anecdote sur ta carte grise. Oui, par exemple, d'ailleurs, les cartes grises sont numérisées maintenant, comme le permis, etc. Tu as réussi ou pas à faire le transfert de carte grise? Oui, ça y est. Ah, mais c'est bien. Je te félicite, tu Danick. Je pense que c'est mon émission qui fait que tu as Mais réussi. tu vois, non, mais je suis le premier réceptionnaire, récepteur de tes émissions. Mais comme je disais, bienvenue en 2025, Danick. Oui. L'administration a basculé en ligne et parfois, il faut plus que GPS pour s'y retrouver. Alors, dans Numéramag aujourd'hui, on va parler du tout numérique. Oui. Est-il obligatoire? Alors, les services publics est-il tout numérisé? À quel prix? Oui. Et on vous dit tout avec des chiffres et des témoignages de Mamie Et Gertrude. il y a comme plein de d'habitude, choses maintenant qui va nous numérisées. dire un peu comment ça s'est passé avec France Connect. Oui, voilà, exactement. Alors, vidéo service en ligne, je vois. Voilà, donc là, on va parler de... on va mettre la petite vidéo des services en ligne. Là, on va parler pour le citoyen lambda, Oui. puisqu'on va parler pour le citoyen lambda, pour les retraités, pour les personnes, les professionnels aussi, puisqu'on ne vous oublie pas. Les services publics en ligne obligatoires, aujourd'hui, c'est la déclaration des impôts. Donc, vous allez sur le site impôts.gouv.fr. Le RSA, si effectivement un bénéficiaire du RSA n'a pas fait sa déclaration, il peut être pénalisé le mois d'après pour la réception du RSA. La carte grise, comme Danick l'a fait, pour le transfert de carte grise sur ante.gouv.fr. Les plaintes, puisque certaines plaintes aujourd'hui, au lieu d'aller faire la queue au commissariat, de rester plusieurs heures, les plaintes peuvent être prises en ligne, oui. avec e-constat ou visio-plainte. L'achat de thèmes fiscaux, lorsque vous voulez changer faire votre nouveau passeport, Oui. voilà, vous devez acheter vos thèmes fiscaux en ligne. C'est fini le guichet des impôts où justement la personne venait et elle prenait son thème. Il fallait rester une heure à attendre. Oui. Exactement. Oui. Et aussi le simulateur d'APL, donc l'APL, les aides au logement. En gros, lorsque vous voulez louer aujourd'hui un appartement, si vous bénéficiez des APL ou pas, vous pouvez faire la simulation qu'en ligne. Et tu as même oublié quelque chose d'important. Nous sommes sur une île qu'on veut voyager maintenant.
Mais ça, c'est pas un service public. Non, c'est pas un service public. On a parlé du service public obligatoire. Mais même lorsqu'on veut voyager aujourd'hui, on peut aller au guichet d'Air France, au guichet d'Air Caraïbes, au guichet de Corsair. Oui. Après, effectivement, vous dites... Oui, mais la dame qui est au guichet d'Air Caraïbes... Voilà, on vous dit ensuite télécharger l'application, vous allez recevoir un SMS, validez-le. On est tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le service pour le citoyen lambda, les impôts. Alors, je tiens quand même à dire que tout à l'heure, vous allez le voir pour les retraités. Je l'ai dit lors de la dernière chronique, lorsqu'on a fait une seule fois sa déclaration d'impôt en ligne, en gros, ma petite fille fait ma déclaration, pas moi, parce que je ne suis pas grand-mère, mais moi, en tant que petite fille, je fais la déclaration en ligne de ma grand-mère une seule fois, elle ne pourra plus jamais la faire papier. D'accord. Donc, ça veut dire que moi, petite fille, chaque année, je devrais le faire pour ma grand-mère. Régulièrement. Donc voilà. Pour les retraités, on va passer aux retraités maintenant. Nos parents, nos grands-parents, comment ils s'en sortent? Alors c'est idem, les impôts, comme je l'ai dit tout à l'heure, une fois la déclaration en ligne faite, plus de possibilité de retour arrière. Vous avez le RSA pour les petites retraites, avec la CAF, formulaire pré-rempli, etc. Vous avez les comptes retraites, CEPAM, retraite complémentaire, grâce à France Connect. Et vous avez aussi les simulations d'APL, comme pour les personnes lambda. Donc, quand on parle de compte CEPAM retraite, je ne sais pas, vous entendez souvent parler avec la CGSS, la CGRR... Et la CAF. Et la CAF de la retraite, allez consulter vos points retraite, etc. Tout ça, c'est en ligne. Il y a un guichet, c'est très rare qu'un guichet vous reçoive, il faut prendre un rendez-vous. De moins en moins de guichets, il y a de moins en moins de guichets. Et concernant, donc on a justement la voisine, Mamie Gertrude. Oui. Si on peut mettre l'image de Mamie Gertrude, qui m'a répondu que moi j'ai un téléphone à clapper. France Connect, ce n'est pas pour moi. Mais Mamie Gertrude, malheureusement, il faudra que tu te munisses de téléphone normal, de smartphone, pour pouvoir faire les démarches en ligne, puisqu'aujourd'hui on n'a plus le choix. Et si Mamie Gertrude a un téléphone à clapper toujours, c'est que sa petite fille ou son époux, ou quelqu'un d'autre fait le travail pour elle. Mamie Gertrude, tout à l'heure, je vais te donner des indices et des petits tips pour aller dans les maisons France Service, pour t'éduquer numériquement et pour savoir te débrouiller toute seule. Mais il faudra que tu achètes un autre téléphone, je te préviens. On rappelle quand même, au niveau légal, que la loi de la République numérique 2016, chaque citoyen a le droit d'accéder aux démarches numériques et à leur accompagnement. Donc tout à l'heure, on verra les solutions qui ont été mises en place par l'État, les mairies, les collectivités, etc. Et là, on va passer au niveau des pros. Si tu peux me mettre la vidéo pour les pros, s'il te plaît, sur tout ce qui est... Voilà, merci beaucoup. Pour les pros, on a les marchés publics. Donc aujourd'hui, c'est en ligne. Oui, le paiement des factures aussi. Voilà, ce n'est pas la peine d'aller déposer ton facture en papier, assurance décennale, ton attestation d'assurance décennale à la mairie de Vieux-Bourg. Tout... Vieux-Bourg, par exemple. Oui, Vieux-Bourg. Oui. De ma galante, tout à fait. De Vieux-Bourg, tout se fait en ligne. Le Chorus Pro, on en a parlé il y a 2 chroniques de ça. Facturation obligatoire au niveau du secteur public. Réception des factures électroniques, je le rappelle, dès septembre 2026. Et l'émission de factures électroniques obligatoires pour les établissements à taille intermédiaire dès 2026 et en septembre 2027 pour les TPE-PME. Donc vous avez le Chorus fonctionne déjà pour toutes les entreprises. Tout à fait. Ça fonctionne, mais tu n'es pas obligé d'avoir une facture électronique. À la rigueur, des fois... On fait encore des factures papier? Il y a des personnes qui vont avoir la facture papier, qui vont la scanner, qui vont la mettre dans Chorus. Ah bon? Oui. Ça reste une facture numérique, mais ce n'est pas du vrai numérique. Donc, on parle en fait de services publics pour toutes les strates de la population, de la personne lambda. J'ai dû inscrire mon fils en première aujourd'hui. Tout s'est fait en ligne. C'était compliqué. Pourtant, je suis quelqu'un d'aguerri. C'était compliqué? C'était lourd. C'était une procédure qui est longue. C'est-à-dire qu'on est obligé de rester vraiment concentré, remplir nom, prénom, ne pas se tromper, date de naissance, numéro de téléphone. Revenir sur les trucs, etc. Vérifier sur le portable si... Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis quand même embêtée puisque je suis aguerrie et j'ai trouvé la procédure lourde. Pas compliquée, mais lourde. Les personnes qui ne sont pas du tout aguerries, j'imagine un peu la difficulté. Et puis, vous demandez des documents qu'il faut avoir remplis et scannés pour ensuite les charger sur la plateforme. Alors moi, ça m'arrange puisque je n'ai pas à me déplacer. Mais je pense que plein de personnes préfèrent se déplacer pour pouvoir faire le remplissage pour leur enfant. En tout cas, tout ce que je veux dire en tout cas, c'est que plus vous y allez. Alors, je n'ai pas malheureusement fait le versus il y a 10 ans. Mais il est clair qu'il y a 10 ans, tous ces services-là n'étaient pas en ligne et n'étaient pas obligatoires en ligne. Aujourd'hui, tout est en ligne et ça va aller de plus en plus, c'est-à-dire tout ce que vous voyez comme guichet, etc.,
vont disparaître pour remplacer par des services en ligne avec des vérifications assez sophistiquées de votre identité. Aujourd'hui, vous scannez votre visage, l'identité est reconnue, vous arrivez à vous connecter sur le site. Il y aura tout ça qui va avec bien entendu. Non, mais un truc très simple quand tu voyages maintenant. C'est ça. On passe dans une machine avec le passeport. On n'a pas besoin de présenter le passeport. On met le passeport là, on passe dans une machine, ça scanne le visage et ça vous dit si c'est Danick ou si c'est pas Danick. Tout à fait. Alors, en 2021, moi j'ai les chiffres de 2021, lorsqu'on parle effectivement de personnes qui sont un peu isolées, on avait 15,4% des Français, soit plus de 8 millions en situation d'électronisme, et dans les DOM, c'est environ 20%. Waouh, c'est chaud. C'est très chaud. Et les plus de 75 ans, 62% n'ont pas utilisé Internet depuis plus de 3 mois. Et en milieu rural, 22% d'électronisme VS, la moyenne nationale. Les types de difficultés, l'absence d'ordinateur, l'absence d'usage, puisqu'ils ne sont pas... Les zones blanches aussi, et sans compter les zones blanches. Et l'absence de compréhension. Alors les zones blanches sont de plus en plus... il y a de moins en moins, tu veux dire? De plus en plus, effectivement, avec le développement de la 4G, la fibre, la 5G, tout ce que vous voulez. Mais en fait, les personnes restent bloquées surtout sur la compréhension, un formulaire ou ce genre de choses. Depuis la loi sur la République de 2016, l'État a l'obligation de garantir l'accessibilité des services publics à tous, j'insiste là-dessus, y compris les personnes éloignées du numérique. C'est un droit et ce n'est pas un luxe. Donc j'invite encore une fois les collectivités, régions, départements, mairies, EPCI, à accentuer les ateliers pédagogiques, etc. Je vais en parler de toute façon dans la prochaine partie. Oui, on en fait, mais si on pouvait en faire plus, ce serait magnifique. Bon, malheureusement, ce ne sont pas des deniers extensibles, mais il est important que ce se fasse sur toutes les communes pour que les personnes ne se sentent pas isolées. On n'a pas que les ABM qui sont les meilleurs, non, je plaisante. Plein d'œil à Bimao. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on allume... lorsqu'on a... La lampe musicale. Aujourd'hui, on a des maisons France Service. En France, on a 2753 guichets. On a 66 millions d'habitants. Vous voyez bien qu'il n'y a pas du tout assez. Mais au ratio, chez nous, on a 27 guichets et 4 bus. Donc, quand je parle de 34 communes, par exemple, 27 guichets, pour moi, le ratio est pas mal. Mais est-ce que tu peux montrer quand même la carte pour voir la répartition? Et ce qui est pas mal, c'est qu'on a même un guichet sur la Désirade. D'accord. Donc, il n'y en a pas à Marie-Galante. Il n'y en a pas à Marie-Galante, mais j'espère pour la prochaine, entre guillemets, mandature. Terre de Haut, Terre de Bas, la Désirade, les Abîmes, Petit Canal. Les Abîmes, vous en avez 2? On en a 5. Le Moule, Petit Bourg, Vieux Habitants, Capester-Bello. Messieurs, dames, déplacez-vous. Déplacez-vous et allez dans les maisons faire service. Donc, 27 guichets et on a des fois des bus mobiles. Alors, les bus mobiles sont boudés. Le cyberbus, tout ça, ils sont boudés. Les personnes ne viennent pas. Ils se disent, c'est pas pour moi. Ou alors, ma petite fille va s'en occuper ou mon petit-fils va s'en occuper. Si on peut mettre la petite vidéo de France Service, justement, pour montrer que ce sont des services totalement gratuits et que, justement, il faut y aller. C'est pour vous, c'est pour la population que ça a été mis en place. C'est pédagogique. France Service, c'est peut-être un guichet unique au plus proche des usagers, c'est-à-dire en moins de 20 minutes, on va pouvoir trouver un point, un guichet unique qui répond aux attentes de notre usagers. Ah non, c'est pas la première fois que j'ai l'habitude. Il parle bien d'une cousine, elle m'a parlé de ce service. Ici, nous accueillons des usagers quotidiennement pour accompagner dans leur démarche administrative en ligne. Ça rend beaucoup service à beaucoup de gens. Arrivé ici, 3 personnes, mais vraiment très compétents. Ils m'ont déjà beaucoup aidé. Il n'y a pas que moi, il y a beaucoup de gens. Je viens au moins une fois par mois, au moins. Pour les impôts, pour la sécu. Avant, comme je vous dis, je prenais, j'allais dans les espaces où c'est fait, mais il fallait que je paye. C'est-à-dire que maintenant, c'est gratuit. Donc, c'est vraiment pour sensibiliser et on ne mange pas les gens. Ces maisons France Service sont à la disposition de la population avec des conseillers numériques, justement, qui sont là pour vous aider et vous aiguiller. Et même aussi, les organisations d'ateliers numériques se font généralement dans ces maisons France Service pour que les personnes, à la fin, on dit moi, après 3-4 ateliers, soient plus ou moins autonomes et n'aient pas forcément à se déplacer dans ces ateliers France Service. Donc, 27 points que je vous ai mis tout à l'heure. Si tu peux remettre la carte, s'il te plaît. Je vous mettrai aussi l'adresse dans Numéramag
sur YouTube et sur Facebook pour avoir les points, les adresses et les numéros de téléphone des maisons France Service, qui, je rappelle, c'est le reste de vos impôts. Moi, j'aime dire ça comme ça. Peut-être que là, les gens vont comprendre. C'est le reste de leur impôt. C'est leur impôt qui paye ces maisons France Service. Donc, les retraités qui payent des impôts, ou même les personnes non aguerries qui payent des impôts, allez dans ces maisons France Service. Voilà. Donc, en gros, le numérique est incontournable. On sait qu'on est dans un labyrinthe digital. Je sais que ce n'est pas facile. Miramag est justement là pour essayer de dédiaboliser les choses. Mais tout passe par de la pédagogie. Comment commencer sur Internet? Si on n'a pas une adresse email, on ne peut rien faire sur Internet. Tout cela, ça prend dans les ateliers. Venez dans ces ateliers. Oui, j'ai un atelier des amis, c'est quand? Bon, on en a fait un la semaine dernière. D'accord. La semaine dernière. Il y a un par mois à peu près. Il y a un par pendant mois. les vacances. Non, on en aura un par semaine pendant les vacances. Un par semaine. Mais qui va concerner majoritairement les jeunes, puisque c'est vrai que on éduque beaucoup les personnes, les seniors, mais les jeunes non plus ne savent pas utiliser le portable, si ce n'est que pour aller sur TikTok, Snapchat et Instagram. Et aujourd'hui, on a parlé des citoyens, mais la question se pose aussi pour les TPE. Il faudra qu'un jour qu'on fasse un focus sur les TPE. Mais justement, on a fait un atelier la semaine dernière, le digito de la CCI, petit clin d'œil à Madame Martol, où on avait justement des très petites entreprises. La CCI, de toute façon, elle est là pour les très petites, les grandes, les PME. Et on avait des chefs d'entreprise qui sont venus justement assister à ce digito où on parlait de la facturation électronique, du fait de faire, de scaler, comme on dit, de faire en sorte d'avoir un site internet pour pouvoir faire du chiffre d'affaires supplémentaire, d'avoir une vitrine sur le net. Donc tout ça a été fait effectivement grâce à la CCI. Donc il faut aussi se rapprocher de la CCI qui ont les professionnels aguerris pour conseiller au mieux les entreprises sur la démarche qu'ils doivent entreprendre sur leur objectif, par rapport à leur objectif de chiffre d'affaires ou peu importe. Voilà. En tout cas, merci et c'est pas fini. Ah non, ce n'est pas fini, loin de là. Parce que je n'ai même pas encore envie d'entamer l'IA. À la limite, il faudrait que tu viennes tous les jours. Enfin, bon, on va te demander ça. Voilà, il est 14h03, on a un petit peu débordé, mais c'est normal. On a reçu depuis le début David Nemo, le maire de Petit-Bois, avec qui on a fait un petit peu le bilan de son activité, puisque nous sommes à la veille de prochaines élections municipales. Il a parlé un petit peu de la culture dans sa commune, développement économique, et il nous a rassuré. Colin ne sera pas un deuxième Jarry. Bon, il n'y aura pas de conurbations. Eliane Guigou, vice-président de la commission affaires sociales, pour cette journée, il y a aussi un séminaire pendant 2 jours, jeudi et vendredi, sur la politique d'action sociale de Cap Excellence, parce que là aussi, il y a des problèmes se posent, problèmes de violence, problèmes intrafamiliales, problèmes de jeunesse aussi, et il y aura des ateliers, il faudra s'y inscrire. On a reçu Isabelle Vestris, qui est la directrice du MAC. Pourquoi? Parce qu'on a découvert, elle nous permet de découvrir au MAC une réalisatrice guadeloupéenne très peu connue, ou pratiquement inconnue, Sarah Maldoro, qui est d'origine margalantaise, qui a fait des films très importants dans le cinéma. Elle est morte il y a 2 ans. Et donc, jusqu'au 24 août, il y a une exposition de son œuvre et des films pratiquement tous les 2 jours, à ne pas rater. Elle est venue avec François Piron, qui est le commissaire de cette exposition qui se fait au MAC en ce moment. Le MAC, c'est The Place to Be pour la culture. Et puis, Bertrand Viré pour ce séminaire aussi sur les chiffres clés de l'énergie et du climat, très important aujourd'hui que les Guadeloupéens prennent conscience que nous ne sommes pas à l'abri de la transition climatique qui est de plus en plus dangereuse. Et on voit ce qui se passe en France, qui est un pays froid, où avant hier, il faisait 40 degrés, aujourd'hui 41 degrés, tout est rouge à Paris. Et en Guadeloupe, si ça nous arrive, bon, on a analysé quand même. On a la mer aussi. Et avec Magali, on a fait un petit point. Oui, je fais une petite précision, je viens d'avoir l'information, il y a un bus service, il y a un bus France Service à Marie-Galante. Ah bon, ça y est? Donc je suis désolée, les informations de info.gouv.fr. On a dû t'entendre. On m'a entendu, et la personne m'a informé justement qu'il y avait un bus France Service à Marie-Galante, donc rapprochez-vous de ce bus France Service aussi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, 14h05. On a vraiment débordé, mais c'était normal parce qu'on avait beaucoup d'invités et beaucoup d'actualités. L'actualité, c'est la mobilisation des pharmaciens, parce qu'il y a de plus en plus de pharmacies qui se ferment, parce que les chiffres ne sont pas, la rentabilité est devenue minima. Le conseil syndical du SMAG, le SMAG est vraiment sous l'eau. C'est vraiment le cas de le dire en ce moment. Difficulté financière de ce syndicat qui va être sous tutelle
semble-t-il, parce que les Guadeloupéens ne paient pas suffisamment leurs factures, mais aussi la qualité de l'eau laisse à désirer. L'un ne va pas sans l'autre. L'Assemblée régionale du compte, d'ailleurs, a présenté aussi son rapport sur la situation du SMAC. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à partir de 12h30 pour une autre session du ZCL. Merci de votre attention. Ciao. Ciao. Wow. Bye bye. Merci.